Et donc, on m'a demandé de vous parler des dosages en toxicologie avec un intitulé sur le programme, c'est « Faut-il faire des screenings systématiques ?» Il faut d'abord voir la terminologie, puisque, en fait, elle est assez floue. Donc, pour comprendre ce qu'on veut faire, il faut comprendre ce qu'il y a derrière chacun des noms. Je commence par un cas clinique très simple, avec quelque chose que vous reconnaîtrez comme étant fréquent dans vos services. Une patiente dont la seule particularité est d'avoir une anorexie mentale assez sévère, elle a de nombreuses IMV, un contexte d'intoxication qui paraît très clair, elle est retrouvée avec une lettre d'adieu, avec à sa disposition du bromazépam et de l'halopéridol. Donc la prise en charge initiale, elle est consciente mais elle s'endort très vite. Un toxydrome qui n'a pas de particularité, ce qui pourrait ressembler à un syndrome de myorelaxation. Le flumazépam ne marche vraiment pas très bien. Elle se réveille mais très transitoirement et incomplètement, et donc elle est intubée. Donc la question c'est, que vous pouvez réfléchir là, quel test, dosage vous feriez pour cette patiente? La réponse n'est pas évidente, hein. C'est des médicaments assez classiques, le contexte est clair, le toxydrome ne semble pas poser de problème, on s'attend à une évolution assez standard. Bon, néanmoins, on sait que l'interrogatoire des patients dans le contexte de la toxicologie n'est pas fiable. De façon générale, de toute façon c'est compliqué, mais en toxicologie c'est particulier. Là, une étude aux États-Unis où 415 patients pour lesquels on a testé pour la cocaïne, chez 162 patients, c'est aux États-Unis, on trouvait de la cocaïne positive, mais il n'y a que 21% des patients qui avouaient cette prise de cocaïne, alors dans le cadre d'un entretien important tout à fait confidentiel. C'est-à-dire que 79 disaient non, j'ai pas pris de cocaïne, alors qu'ils en avaient. Alors, le premier test qui vous vient probablement à l'esprit, en tout cas qui est probablement le plus disponible dans les laboratoires de vos services d'urgence, c'est le fameux screening, qui en fait est un test immunochimique. C'est le sort de petite plaquette que vous voyez à droite qui fonctionne comme un ELISA, c'est-à-dire qu'il y a un anticorps marqué qui va venir détecter l'antigène médicament et donner un signal. Alors, c'est des réactivités croisées par famille qui vont donner un résultat qualitatif, alors parfois semi-quantitatif en croix, mais globalement qualitatif, et chaque plaquette va vous dire benzo, antidépresseur, opiacé, tétrahydrocannabinol, enfin le THC, cocaïne, amphétamine. Alors là, je vous montre une plaquette qui est pour ces contrôles, le cannabis, les opiacés, cocaïne, méthamphétamine. Alors cette plaquette-là, c'est négatif quand la bande n'apparaît pas. Alors, première chose, ces tests qui sont des tests qualitatifs, disent il y a cette molécule qui est présente dans le sang du patient. Donc ça n'a pas d'intérêt si le patient prend ce traitement habituellement. Vous allez révéler le traitement habituel du patient. Alors, les laboratoires qui produisent ces plaquettes font des démonstrations pour... Alors ici, c'est une plaquette sur laquelle il y a 11 toxiques qui sont détectés et qui montrent que lorsqu'on est un tout petit peu au-dessus du seuil toxique, 30% au-dessus, le test est constamment positif. Quand on est un tout petit peu en dessous, moins de 30% du seuil toxique, on est constamment négatif. Donc, des choses qui paraissent assez intéressantes pour dire il y a ou il n'y a pas la molécule ou la famille de molécules qui circulent. Le problème, c'est que quand on s'intéresse en toxicologie de façon un peu plus poussée à ces réactions par famille, en fait, c'est pas bon du tout. Donc, on avait, dans le laboratoire de pharmacologie à Angers, transformé ce test qualitatif en test quantitatif, et on avait regardé par famille de molécules. Donc là, pour les benzos, donc là, le prazolam, c'était la molécule cible du test. Donc, vous mettez 200 microgrammes par litre, vous trouvez 197, une réactivité de 400%, mais c'est la molécule pour laquelle était conçu au départ ce test. Quand on prend le bromazépam, le Lexomil, on en met 300, on n'en trouve que 100. 33% de réactivité croisée, et plus vous en mettez, moins la réactivité croisée est bonne. Donc, Diazépam, c'est 50%, dans Diazépam, c'est pas si mal. Et en fait, les plaquettes, ces tests de dépistage immunochimique ont des faux négatifs très importants. La plupart de ces plaquettes, pour les benzos, ne virent pas quand le patient a du Lexomil, ce qui pose un vrai problème comme en toxicologie. Il y en a authentiquement des réactions avec des publications avec un patient en Lexomil, test benzodiazépine négatif, alors que le patient avait vraiment du benzodiazépine qui circulait. C'est pareil pour le signal pour les tricycliques, il y a très nombreux faux positifs, les phénotiazines, les autres médicaments ici, il y a aussi des faux négatifs. Alors il y a aussi toutes les drogues, les substances toxiques qu'a présentées Bruno ne sont pas du tout présentes dans ces plaquettes et l'activité croisée ne marche pas. Ces plaquettes pour les opiacés ne vont pas virer pour la buprenorphine et méthadone, sauf si vous avez une plaquette prévue buprenorphine, méthadone. Et puis des histoires assez dramatiques, entre dramatique et amusant de se raconter. Ça, c'est un enfant de 3 ans qui arrive, qui a bouloté les médicaments de sa mère qui traînaient sur la table de nuit, qui arrive avec un tableau somnolent, qui a un sambatropine extrapyramidal. On fait le test, et là, on tombe, vous voyez, positif pour opiacé et tétrahydrocannabinol. Ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est un enfant de 3 ans.
Ce qui peut avoir des conséquences éventuellement en termes de est-ce que les parents, est-ce qu'il y aura des conséquences pour la garde des enfants. Alors, évidemment, les choses ont été plus loin, avec des tests plus sophistiqués, qui montrent que finalement le cannabis est négatif, qu'il y a bien des opiacés. L'opiacé qu'on va détecter, c'est le folcodine qui est un antitussif. Et si on va plus loin, ce qu'on trouve, c'est de l'acide niflumique. Et en fait, la mère avait du nifluril en suppositoire. On teste le nifluril sur la plaquette, et la plaquette fait parfaitement virer, enfin le nifluril, en fait, fait des faux positifs pour le cannabis. Alors, ces plaquettes tests immunochimiques ont été testées dans des études pas très nombreuses en termes de patients, avec deux grands types d'études, en gros 50%, 50%. 50% sont en faveur de ces tests, avec ici, on a demandé aux médecins de coter entre 0 et 5, est-ce que ça leur changeait leur attitude diagnostique, leur diagnostic, et ça leur changeait leur thérapeutique. Donc 5, 4 et 5, c'était pour un changement fort. Vous voyez, on est ici à 40% de modification intense du diagnostic, 25% ça change vraiment la thérapeutique. Et puis l'autre série des études, qui sur 110 patients, on trouve 4 patients pour lesquels les médecins disent oui, ça a changé quelque chose. Et puis quand on met un comité d'éducation extérieur qui regarde les cas cliniques, il dit ben non, en fait, ça n'a rien changé réellement. C'est des changements qui ne sont pas conséquents ou qui s'étaient pas justifié. Alors quand 50%, 50% dans les études, on peut se dire que ces tests ont à peu près un impact proche de la pièce de monnaie. Il y a un problème de concept sur ces tests. Ils sont conçus comme des tests effectivement de screening, mais le screening c'est fait pour être très sensible, peu spécifique, et ensuite avoir un test de confirmation. Alors qu'on utilise ces tests très souvent comme test de diagnostic, c'est-à-dire j'ai un symptôme, est-ce que ce qui est détecté est expliqué par ce symptôme, alors que ces tests ne sont pas du tout faits pour ça. Plus les problèmes de réaction croisée entre faux positifs et faux négatifs, les nouvelles drogues qui apparaissent, testés de façon très large sur les patients, ce n'est pas les bons tests qu'il faut utiliser. Alors ça peut être utilisé de façon ponctuelle pour avoir quelques signaux positifs, mais il faut bien savoir ce que fait votre test, et ce n'est pas évident, vu le nombre de médecins urgentistes qui vont passer dans des urgences, de savoir entre différentes urgences quel labo va donner quel type de test. En gros, sur ces tests, on a une demande qui est un peu molle, on a des tests qui est un peu mou, et donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc la question, il faut trouver le test approprié dans la bonne population, avec une question précise, et c'est là où vous allez avoir des vraies réponses. Donc, il y a deux types de tests qui vont répondre à ces objectifs très structurés. D'abord, ce qu'on appelle le criblage haute qualité, et puis les dosages spécifiques ciblés. Dosage spécifique ciblé, ça correspond aux recommandations de 2012 de la Société française de médecine urgente, de la Société de toxicologie clinique, de la SRLF, de dire que pour les molécules qui s'affichent ici, il y a une relation effet-dose, la prise en charge va être modifiée par la concentration, et il y a des antidotes, il y a des actions à faire, et donc il faut que les laboratoires d'urgence puissent répondre de façon rapide à un dosage quantitatif de ces molécules, puisque ça va impacter sur la prise en charge. Le deuxième approche, et là on passe dans des choses beaucoup plus sophistiquées, c'est ce qu'on appelle le criblage. Ce n'est pas du screening, c'est du criblage. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle en français. On prend le sang ou les urines du patient, on fait une séparation chromatographique à haute pression, ce qui va séparer les différentes molécules, et ensuite on va passer sur différents types d'analyseurs, où chacun va permettre d'analyser des molécules différentes, on va obtenir des spectres d'images, et ces spectres, il faut les comparer à des banques d'images qu'a le laboratoire, qui veut dire, ben voilà, ce spectre-là, c'est la venlafaxine, ça c'est le diazépam, ça c'est le sotalol, et en plus vous avez un résultat précis par molécule et qui est quantitatif. Alors le problème, c'est qu'il y a du délai, la plupart des laboratoires mettent 24-48 heures à répondre, il y a quelques laboratoires très spécialisés en toxicologie qui ont des méthodes un peu intermédiaires qui permettent de répondre en 2-3 heures, mais c'est probablement que votre laboratoire ne le fait pas, et puis ça coûte très cher, ça coûte 400 €. Nous, quand on a arrêté dans le service de faire systématiquement ces screenings, on a récupéré une somme qui permettait d'ouvrir une demi-garde interne, sans modifier les conséquences pour le patient. Alors, plus de 10 000 patients, mais ça dépend de la banque de données du laboratoire. Donc voilà ce que c'est. Donc ça, c'est une HPLC plus une détection en ultraviolet. Ça, alors voilà le spectre que ça donne. Donc ça, il faut comparer le spectre avec les banques de données du laboratoire pour dire ce que c'est. Ça, c'est une chromatographie avec spectrographie de masse en tandem. Donc vous voyez, on est très loin de la petite plaquette d'usage rapide avec un spectre ici dit que ce pic-là, il est anormal. Et donc, il faut trouver dans votre bibliothèque à quoi correspond ce pic-là.
Alors ça a été fait de façon systématique à tous les patients dans quelques séries, et on montre qu'effectivement quand on fait ça, voilà, c'est ce somme de ces deux pourcentages-là, chez les patients symptomatiques, on trouve à peu près 30% en plus de médicaments par rapport à ceux qui étaient suspectés. Puis on en affirme un certain nombre. Donc certes, on ramène des choses, mais en pratique, ça ne va pas changer le diagnostic. Ça a probablement un intérêt en termes épidémiologiques, mais ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai après. Les recommandations actuelles pour ce criblage toxicologique sont de deux ordres. Elles sont importantes. C'est la défaillance d'organes inexpliquée, c'est-à-dire pas forcément dans un contexte toxique. Le patient vient avec une défaillance d'organes que vous n'expliquez pas par un choc septique évident, par un infarctus du myocarde évident, par un contexte qui vous paraît clair. Il est recommandé de faire ces dosages, et notamment, ça peut se dire, dans le cas d'infarctus du myocarde, vous allez découvrir éventuellement, qu'on ne séparait pas très clair vu le terrain, de la cocaïne dans certains cas. Deuxième recommandation, c'est en cas d'évolution atypique chez un patient pour lequel le tableau paraissait initialement clair, et puis finalement l'évolution n'est pas si claire que ça, et toujours après un dialogue entre le clinicien, le centre antipoison, le laboratoire de pharmaco, c'est un trio qui doit s'organiser. Alors je reviens sur ma patiente de 53 ans. Donc, vous venez, elle est intubée. Le problème, c'est qu'à J3, pour un tableau qui semblait très clair, très simple, de benzodiazépine neuroleptique, à J3, elle ne se réveille pas du tout. Le flumazenil est réessayé, la réveille, mais très transitoirement. Et donc, on va faire un criblage sur le tube de sang à J0. Et qui va nous dire, en fait, il n'y a que deux molécules qui circulent, il n'y a pas de molécule autre que du bromazépam à taux très toxique et de l'aldol à taux thérapeutique, explique pas le coma. Alors, mais si je vous dis ça, ça doit éveiller quelque chose pour vous. C'est-à-dire qu'à J3, on a repris le tube de J0. Ça correspond à cette indication de mauvaise évolution d'un patient. Et ça, il faut pouvoir le faire. Vous devez vous organiser dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, pour tous les patients toxiques, avoir des tubes conservatoires avec un protocole qui est où va être stocké ce tube conservatoire, combien de temps vous allez le garder et sur quelle indication vous allez secondairement l'envoyer au laboratoire. Donc ça, c'est une photo de notre frigidaire de mini-laboratoire du service de réanimation à Angers. Vous voyez, pour chaque jour de la semaine, on met les tubes conservatoires du patient, puis à la fin de la semaine, soit patient pas bien évolué, on a un doute, on envoie au laboratoire, soit ils sont jetés. C'est tubes très simples, ils n'ont pas besoin d'être centrifugés. Donc c'est un tube mis, alors il faut voir que le labo lequel c'est, dans le frigo à 4 degrés. Après, c'est une discussion qui aurait à voir avec l'ensemble des centres de toxicologie, centres antipoison, de peut-être récupérer de façon systématique ces tubes ou de façon ordonnée pour une veille épidémiologique dont parlait Bruno. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument organiser. Alors, si je reviens sur cette patiente, en fait, à J3, elle avait toujours le même taux de bromazépam. Il n'y avait aucune modification entre les 2 jours, ce qui n'est pas du tout normal pour le bromazépam qui a une demi-vie vraiment autour de 24 heures. Et en fait, notre laboratoire va déterminer. Alors, il y a deux possibilités. C'est peut être un bézoar dans l'estomac du bromazépam qui était devenu du bromazépam à libération prolongée par agglomérat dans l'estomac. Ce n'était pas le cas, malgré sur la coupole ici un estomac qui est très distendu. Et en fait, le patient avait une altération du métabolisme du bromazépam qui fait qu'elle a mis 15 jours à éliminer l'ensemble de ces benzodiazépines. Et donc, une durée très longue avant d'être extubé. Donc, en synthèse, les 3 messages, c'est qu'il faut absolument le dosage spécifique urgent des toxiques lésionnels dont vous avez eu la liste, là, les quelques molécules sur lesquelles il faut un dosage quantitatif. La question, c'est est-ce qu'il faudrait un dosage systématique de l'alcool, du paracétamol? Le paracétamol est recommandé de façon quasiment systématique en Angleterre, vu leur prévalence. En France, on n'a quand même pas d'argument pour le faire de façon absolument systématique. Les tubes conservatoires précoces, il faut absolument savoir un protocole de savoir comment vous les gérez. Et puis, il y a cette possibilité du criblage qui n'est pas fait dans tous les laboratoires, mais certainement que dans votre région, proche de votre hôpital, il y a la compétence qui est nécessaire, qui doit se faire sur indication précise, mauvaise évolution clinique ou défaillance d'organes non expliqués, et toujours avec une discussion importante majeure avec les biologistes, parce qu'en fonction de quand même ce qu'on suspecte, les méthodes de détection ne vont pas être les mêmes. Voilà, je vous remercie beaucoup.